Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une réalisation 100% aquarelle, encore une fois. Je vais travailler en fait une petite scénette autour de ce tampon qui est aussi l'un de mes coups de cœur. Il me fait penser, coucou, il me fait penser à mes garçons et notamment à mon plus grand. Donc j'avais en tête d'utiliser ce tampon et je voulais l'associer en fait avec plusieurs tampons pour matérialiser un petit peu ses rêves. Là, il est parti dans ses rêves, il vient de lire un livre et voilà, il est parti un petit peu dans les bras de Morphée, comme on dit. Et donc je voulais, j'étais pas forcément j'avais pas forcément d'idée précise sur le rêve que je voulais lui faire faire, mais je voulais une ambiance, je voulais plein d'éléments en fait, je voulais quelque chose d'assez chargé, vraiment une rêverie, que ça remplisse vraiment toute la page. Donc j'avais sélectionné dans la collection Storybook des tampons qui auraient pu convenir. Il y avait notamment un tampon avec une planche de tampon avec une table de gourmandise et je me disais voilà, il peut rêver aussi de sucreries, d'une grande table comme ça, de fête ou d'anniversaire. J'avais sorti aussi 2 sets de tampons avec des boules de Noël pour être dans l'esprit plutôt la décoration du sapin, l'esprit vraiment Noël. Et en fait, j'aime tellement, ça fait 2 fois que là vous n'avez pas vu la vidéo, peut-être si, je ne sais pas dans quel ordre je les mettrai. J'aime tellement la planche de tampon Snow Days, j'ai envie de sapin, j'ai envie de forêt, j'ai envie de tout ça. Donc en fait, mon petit garçon là, il est en train de rêver des sports d'hiver. Il rêve des sports d'hiver, vous allez voir, il va être au milieu de la forêt avec le téléphérique, enfin voilà, vraiment cette ambiance-là. Donc en fait ici, on a 2 planches de tampons, la planche de tampon avec le petit garçon et la planche de tampon Snow Days avec le téléphérique et les nuages. Non, pas du tout. Les sapins, les bonhommes de neige. La planche de tampon avec le petit garçon, cette planche s'appelle Le Rêveur. Donc voilà, et je vais composer ma scène déjà directement sur le papier. Alors vous allez voir que si quand même, mais parce que je me suis trompée. Mais à la base, en fait, je voulais vraiment travailler toute ma scène à l'aquarelle et faire se détacher certains éléments juste avec le travail de l'aquarelle, avec les ombres. Vraiment travailler directement en 2D sur le papier. Mais faire sortir en fait et travailler la 3D juste avec mes aquarelles. Mais je me suis trompée sur le tamponnage d'un sapin et du coup j'ai été obligée de changer un petit peu mes plans. Donc pour pouvoir faire ce genre de scène, il vous faut appliquer la technique du cache, c'est-à-dire pour que les tampons viennent se superposer les uns derrière les autres, il faut se créer des caches avec les tampons qu'on veut voir en fait en premier plan. Donc j'ai fait un cache pour le téléphérique pour que je puisse ensuite tamponner mes sapins et qu'ils soient représentés derrière. Et j'ai aussi fait des caches avec les sapins. Donc on est plus à l'aise si on fait 2-3 caches par élément. Alors on commence par un, puis après on se rend vite compte qu'on est limité. Après on peut bidouiller, mais... Donc j'en ai fait 2 en fait pour le sapin le plus allongé et puis pour le sapin le plus dodu. En fait un m'a suffi, j'aurais été plus à l'aise avec 2, mais un m'a suffi. Donc voilà, j'essaye de faire une forêt. Alors vous allez voir, j'ai tamponné en fait le petit garçon dans son lit un peu en diagonale parce que je veux un effet de vallée, c'est-à-dire que je veux, vous avez vu ma cabine téléphérique et mes sapins sur la partie gauche, on a une diagonale qui descend comme ça, qui représente en fait un pan de montagne. Et je veux en fait qu'avec mon petit garçon et sa couverture là, je veux en fait créer un deuxième pan de montagne, suggérer un deuxième pan de montagne pour que ce soit très graphique, qu'on ait 2 lignes comme ça directrices. Le motif du tampon, il est assez court, c'est-à-dire qu'il vous laisse après la liberté de pouvoir le prolonger, lui faire ce petit garçon dans un grand lit de place, si vous voulez, king size, ou alors le faire dans un petit lit, une place. Et moi, il sera dans un lit, une place. Par contre, sa couverture, elle va en fait flotter un petit peu comme ça pour suggérer un petit peu le pan d'une montagne. Avec un crayon de bois tout simple, ce sont que des lignes, pas besoin de savoir dessiner. On poursuit le travail de dessin de Céline et voilà, tout simplement comme ça pour suggérer comme ça cette pente.
Pourquoi j'ai été obligée de le tamponner une deuxième fois? C'est que je me suis emballée sur mes tamponnages de sapin, la cache, pof, je mets un cache là, il est derrière, très très bien. Je vais cacher mon matelas, je vais faire un cache ici, pof, je mets mon sapin, il est derrière. Et il y a un moment où j'ai bugué. Et en fait, j'ai pas caché où il fallait. Et en fait, j'ai le tronc d'arbre de mon sapin qui vient pile sur le drap. Et qui peut pas venir derrière, du coup, si je travaille qu'en aquarelle. Donc, il a fallu que je tamponne mon motif à part et que je vais le travailler à part. C'est pas très, très grave. Hein. Et je vais venir le recoller par-dessus. Du coup, on aura un petit effet de 3D, justement, avec un premier plan avec ce petit garçon, puis en arrière-plan, plus sa rêverie. Pour bien... Comme je l'ai tamponné une deuxième fois et que mon tout travail en fait de tamponnage sur ma page était déjà fait, il fallait à tout prix que ce que j'avais continué avec mon crayon de bois ce soit exactement au même endroit. Donc pour ça, j'ai utilisé la vieille technique du calque. Moi, j'ai appris ça quand j'étais en primaire, décalquer des dessins ou des choses comme ça. J'ai mis un calque sur ma page d'art journal telle que je l'avais préparée. J'ai reporté en fait les différents traits du tampon et ce que j'avais aussi continué avec la couverture. J'ai reporté le calque sur mon tamponnage et comme j'avais déjà travaillé au crayon de bois, j'ai juste vérifié que ce que j'avais fait sur le deuxième morceau de papier était correct en fait. Si vraiment les traits que j'avais dessinés n'étaient pas trop en dessous, sinon on aurait vu en fait la démarcation avec les sapins et ça n'aurait pas été joli. Voilà, bon, c'était à peu près correct, donc j'ai pas eu besoin de me corriger, mais il vaut mieux vérifier quand même. Alors, pour cette page, je veux travailler un ciel bleu azur, vraiment le ciel la montagne par beau temps, un bleu très 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 profond. Je travaille sur un papier 100% coton, c'est le centenaire, mais je teste la version grain torchon. Et pour le tester, en fait, j'utilise entre autres des aquarelles granuleuses. Alors, j'ai travaillé un peu avec le bleu toundra en fait en aquarelle granuleuse de Schmick. Mais en fait, j'utilise beaucoup plus là sur ce ciel et même pour les autres éléments avec des aquarelles Isaro. Alors, c'est des aquarelles que j'ai depuis un petit moment et que j'ai pas forcément beaucoup utilisées, mais les peu de fois où je les avais utilisées, elles étaient vraiment superbes, hyper pigmentées, de très très bonne facture, vraiment d'une très grande qualité. Et là, j'utilise entre autres le bleu de Prusse en base, très 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 dilué. C'est vraiment le bleu de Prusse que je préfère. Là, du coup, je le retiens parce que je pense même que je vais m'en faire un godet et je vais intervertir avec celui que j'ai de Sennelier ou de Winsor & Newton d'ailleurs. Parce qu'en fait, le bleu de Prusse, Winsor & Newton ou Sennelier, ils sont en fait hyper transparents et très peu pigmentés en fait. Alors que celui-ci d'Isaro, il est vraiment pigmenté. Pour autant, il n'est pas criard du tout, c'est un vrai bleu de Prusse. Mais il est très pigmenté et il n'a pas en fait des petits pigments qui se détachent. Dans les couleurs que j'ai en fait chez Sennelier ou Winsor & Newton, j'ai des petits pigments en fait qui se détachent. Je crois que c'est le godet de ce Winsor & Newton. Là, aucun problème. Donc je pense que je vais m'en faire un petit godet comme j'ai des tubes et je vais intervertir. Donc c'est ma base, quelque chose de très très clair et très dilué. Et ensuite je viens donc clair et dilué sur toute la surface de mon ciel, principalement sur la partie centrale qui correspond un peu à la ligne d'horizon. Et je viens créer un vignettage, c'est ce qu'on appelle comme ça en photo. Je viens assombrir en fait tout le haut et les côtés de ma page, de mon ciel avec une couleur plus foncée. Donc là, je travaille avec le bleu Toundra de Schmick, qui est une couleur granuleuse que je mélange à mon bleu de Prusse au début pour faire une transition. Et plus ça va, plus j'intègre en fait du bleu Toundra sans mélange, de plus en plus pigmenté, c'est-à-dire de moins en moins dilué. Et je termine même avec une couleur d'aquarelle de chez des couleurs VF. C'est aussi des aquarelles, des aquarelles artisanales, mais que j'utilise pas très souvent. Donc là, c'était l'occasion de ressortir mes petites aquarelles un petit peu spéciales, mais de très haute qualité par contre. Et je suis venue avec ce bleu Abyss, parce que j'ai un set avec que des bleus de chez les couleurs VF. Et le bleu Abyss, c'est un bleu presque indigo, presque gris de peigne, quoi, très 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 foncé. Voilà, ça c'est pour le ciel. Ensuite, je m'attaque à la partie sapin. Je voulais vraiment faire un esprit de forêt. Donc, travailler forcément mes sapins en vert, mais je voulais continuer un petit peu, je voulais que ça se floute un petit peu avec la montagne, qu'on ait des reflets verts sur la montagne aussi. Donc, je travaille d'abord avec un jus très, très, très dilué. Et là, je travaille avec des couleurs Isaro. Donc, c'est le vert Norman. Pardon.
le vert Norman, donc c'est un sapin bien connu, que je travaille en fait avec le bleu forêt de Schmick. Donc voilà, donc au début, c'est le vert Norman, mais je le désature un tout petit peu parce que pour moi, il est un petit peu trop vif là. Et ensuite, voilà, donc d'abord une couche, un premier passage très dilué. Je ne vais pas jusqu'en bas en gauche de ma page parce que je veux aussi avoir un petit effet de neige. Donc je travaille en fait très dilué, mais je laisse une partie sans couleur. Et pour travailler l'effet neige, je viens avec une autre couleur Isaro, c'est le ciel argent, qui est un gris argenté légèrement irisé, que je viens travailler comme ça sur le bas. Et j'essaye de faire une transition douce entre mon gris et mon vert. Il n'y a pas trop de risque d'obtenir une couleur un petit peu bizarre parce que le gris est une couleur neutre et du coup, voilà, ça va désaturer un peu le vert qui va se venir dedans, mais ça ne va pas être gênant. Pour avoir une transition un petit peu plus douce encore, on peut utiliser un essuie-tout et éponger un tout petit peu, comme on le ferait pour créer des nuages dans le ciel. Ça marche aussi pour les effets de neige sur les effets de montagne comme ça et aussi pour créer des transitions. Quand on utilise deux couleurs, en fait, bon là, elles se mélangent bien, mais deux couleurs qui sont un peu opposées, pour éviter d'avoir la couleur au milieu qui se mélange, on peut venir avec un essuie-tout pour estomper un petit peu et éviter le travail de fusion. Donc ça, c'est pour la première couche. Et ensuite, en aquarelle, quand on travaille les paysages, on travaille en couches successives et du plus flou au plus précis. Donc au début, un mélange et ça marche pour les aquarelles en règle générale, pas que lorsqu'on fait de l'art journal et qu'on travaille déjà avec des tampons. Et si vous travaillez une scène à l'aquarelle, vous faites un paysage, vous regarderez dans des livres d'aquarellistes, dans leur processus créatif, on prépare en fait la scène avec des couleurs très diluées pour poser un petit peu les volumes aussi. Et ensuite, alors les volumes, j'entends les différentes, les points forts et voilà, les grandes masses. Et ensuite, on vient de plus en plus précisément donc travailler avec des couleurs de moins en moins diluées et de moins en moins floutées. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler avec un lavis, donc quelque chose de très dilué. J'ai séché, voilà, vous laissez sécher à l'air libre, et ensuite vous venez travailler avec un mélange un petit peu moins dilué pour venir travailler en fait certains sapins et certains contrastes. Et on vient comme ça au fur et à mesure. Les sapins qui se trouvent en arrière-plan et ceux qui se trouvent derrière un autre sapin, je vais créer des ombres à cet endroit-là, juste à l'endroit où le sapin de devant le chevauche un tout petit peu, juste derrière en fait, un peu en silhouette, je viens créer des ombres à ce moment-là. Et le but du jeu là, c'est comme on a une multitude de sapins, pour éviter il faut pas qu'ils soient tous pareils, tous colorisés de la même façon, avec le même niveau d'intensité, le même niveau de dilution et les ombres au même endroit. Certains vont être dans la lumière, d'autres pas, suivant les effets de lumière quand vous regardez des photos, ou si vous habitez à la montagne, c'est encore mieux. Voilà, suivant le reflet du soleil, on a une masse générale, une couleur uniforme, mais quand on regarde en détail, en fait, on a plein de nuances différentes. Donc là, le but, c'est, même si vous ne savez pas trop comment vient la lumière, en haut, en bas, à gauche, à droite, peu importe, c'est de travailler vos sapins un petit peu différemment. Donc commencez par celui qui est tout à gauche, prenez celui du milieu, celui qui est tout à droite avec le même mélange, par exemple, et puis changez un petit peu le dosage de votre mélange et travaillez d'autres sapins comme ça pour qu'à la fin, il y ait une unité, en fait, quand vous regardez votre page finale. Là, ce que je suis en train de faire, vous avez dû voir, je savais que mon ciel n'était pas encore tout à fait sec quand j'ai commencé à travailler les sapins, mais je pensais être assez précise pour éviter en fait l'auréole. Et ça n'a pas été le cas, j'ai pas été assez précise pour le sapin qui est à la droite du téléphérique, là, la pointe. Vous avez dû voir à un moment, ça a fait un chou-fleur en fait dans mon fond parce que j'ai dû en fait mordre un tout petit peu avec le vert du sapin dans le ciel et du coup ça a poussé les pigments et ça m'a créé une auréole, on appelle ça un chou-fleur. C'est pas trop ce qu'on souhaite quand on fait une aquarelle. Quand on travaille la journal, souvent on recherche des effets de texture, donc c'est pas trop gênant. Là, je vous avoue que c'était pas volontaire du tout et j'ai même rectifié. Donc quand ça vous arrive, alors c'est très vexant et très frustrant si c'est pas ce que vous recherchiez.
Si vous travaillez sur un papier 100% coton, c'est pas dramatique parce que ça se récupère, ça se répare plutôt facilement. Faut un petit peu de pratique, faut bien gérer l'eau. Encore une fois, en aquarelle, la gestion de l'eau, c'est la base. C'est à chaque fois ce qui revient, c'est si vous savez pas gérer l'eau. Effectivement, pour rattraper quelques erreurs, ça peut être plus compliqué. Mais déjà, quand on est sur un papier 100% coton, ça tolère quand même les erreurs. Et il faut vraiment attendre que le papier soit vraiment bien sec. Alors, le sécher au heat gun si vous voulez accélérer, mais il faut vraiment que ce soit bien sec. Et ensuite, vous pouvez réhumidifier en fait votre papier avec de l'eau claire. Alors, moi, je préfère utiliser déjà un mélange coloré pour éviter en fait que mon eau pousse mes pigments au cas où. Donc, je travaille avec un mélange, le même mélange que j'ai utilisé pour mon ciel. Et ensuite, je viens comme ça essayer de gommer un petit peu les effets d'auréole pour pouvoir en fait rattraper et remettre un petit peu de bleu. J'y vais progressivement. Il faut pas trop frotter, trop insister non plus. Il faut travailler vite. Si vous frottez trop avec le pinceau, si votre pinceau est pas bien dosé en eau, s'il en a trop ou s'il en a pas assez, vous pouvez retirer du pigment et du coup ça peut être pire. Donc il faut pas hésiter à s'entraîner. Si l'auréole comme ça ne vous gêne pas, laissez-la comme ça. Autrement, ça peut se rattraper, mais il faut vraiment bien gérer l'eau. Bon, là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Après, ça marche aussi parce que j'étais avec du vert dans du bleu et que du coup, et que mon vert était assez dilué. Donc, du coup, ça m'a créé une auréole, mais pas forcément très teintée. Moi, je le savais, ça m'a fait une forme, mais j'ai pas forcément eu une couleur. J'ai pas eu du rose dedans, quoi. Si j'avais eu du rose dans mon bleu, ça aurait été très compliqué. Là, c'était pas le cas. On est dans la même gamme, dans le cercle chromatique. Donc c'était plus facile aussi comme ça. Mais voilà, si ça vous arrive, c'est pas une catastrophe. On peut réparer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de mettre en couleur le téléphérique. Alors, le petit téléphérique, je vous ai montré en fait deux méthodes de mise en couleur. À droite, vous aurez vu une méthode où, je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais une méthode où je mouille d'abord le papier avec de l'eau claire et je travaille mon dégradé sur une base humide. Donc, je travaille en fait dans l'humide. Et sur la partie gauche, j'ai travaillé à sec, c'est-à-dire que, alors, on travaille jamais vraiment à sec parce qu'il faut toujours de l'eau pour réactiver l'aquarelle, ça vous me comprenez bien. Mais c'est que je travaille pas sur une base humide. Donc, je prends en fait avec la pointe de mon pinceau qui est quand même bien humide, je prends en fait, là j'ai pris du grit paint que je viens en fait déposer sur le tour en fait le tour de mon téléphérique là. Et ensuite, pour créer en fait le dégradé, je rince mon pinceau, je viens avec un pinceau rincé avec de l'eau claire, pas trop imbibé d'eau, mais suffisamment quand même. Et je viens en fait frotter le pinceau juste à la limite de la couleur grit paint que j'avais mis pour que ça fasse réagir l'aquarelle et que ça fuse à ce moment-là. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus simple? Laquelle des deux méthodes est la plus facile pour celles qui commencent? Franchement, moi j'utilise les deux quelquefois sans trop m'en rendre compte en fait, suivant comment je suis partie. C'est ce que j'ai fait là. Là, je voulais vous montrer aussi les deux méthodes. Je pense que sur une base humide, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est peut-être plus facile. Par contre, il faut faire attention à la taille de son pinceau. Si vous prenez un pinceau trop gros et que vous gérez pas très bien l'eau, vous allez avoir tendance à mettre beaucoup de pigments en fait sur votre base humide, encore plus sur ce papier centenaire qui est très bien mais qui fuse très vite. Et vous allez avoir votre grit paint qui va fuser tout de suite et le risque c'est que ça recouvre l'intégralité de votre motif. Alors, c'était pas le but. Donc il faut travailler avec une pointe fine, fine, ça dépend de la taille de votre tampon, mais au début, si vous commencez, il faut vraiment avoir un pinceau avec une pointe fine pour vous permettre d'être un petit peu plus précis et de doser plus facilement la quantité de pigment à mettre. Donc voilà pour ces deux petites techniques. Après, c'est comme pour tout, à chaque fois je vous le dis, mais il faut s'entraîner, tester la première, tester la deuxième technique. Si l'une des deux ne vous convient pas, laissez-la de côté dans un premier temps et puis réessayez un peu après pour voir si ça va mieux. Et puis c'est comme pour tout le reste, c'est à force de faire qu'on acquiert l'expérience. Donc il faut s'entraîner encore et ça va venir, il n'y a pas de raison. Alors, j'ai mis en couleur ensuite le petit garçon. Donc, j'ai travaillé la peau avec mon mélange. En ce moment, c'est rose de Garance et ocre jaune. 50-50 à peu près en termes de proportion, quoique, mais c'est surtout le niveau de dilution qui est important. Il faut que ce soit assez dilué pour que qu'on garde la transparence et que ce soit naturel. Pour les cheveux, j'ai utilisé de l'orchinacridone en base. Et ensuite, j'ai assombri avec du bitume.
Et puis voilà, la couverture, après je reprends les mêmes couleurs que pour mon fond en fait, hein. Donc je travaille, mon combo couleur en fait il se situe sur ma scène hivernale là. Et ensuite je reprends en fait les codes couleurs que j'ai utilisés pour le fond et j'essaye de reprendre chacun des codes couleurs au moins une fois sur la scène avec le petit garçon. Donc le grid paint du téléphérique, on va le retrouver sur l'oreiller et sur la couverture. J'ai fait sa petite housse son drap housse, hein, je l'ai fait beige parce que j'ai des touches de marron dans la scène. Et puis le petit ours en peluche est aussi dans les teintes de marron. Les cheveux sont un peu ocre, voilà, assez lumineux, qui se rapprochent un petit peu de la couleur du téléphérique à l'intérieur. Enfin voilà, j'essaye le combo couleur, c'est super important aussi pour que votre page à la fin soit lisible. Alors, on aurait tendance à dire pas plus de 3 couleurs, mais effectivement, si vous avez des difficultés à tout associer, si vous gardez 3 couleurs, en général, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Après, on peut faire quelque chose d'arc-en-ciel, multicolore, il y a ça aussi, et puis c'est très joli. Par contre, c'est un exercice qui demande un petit peu plus de pratique. C'est pas toujours évident au début. Donc voilà, et après quand vous choisissez un combo couleur, il faut essayer d'être cohérent, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir... Alors on pourrait très bien ajouter un petit coup de rose à un endroit ou une petite touche de rouge, mais il faut qu'on ait l'impression qu'elle soit là pour une raison et pas juste le hasard. Il faut qu'il y ait une harmonie. Alors quelquefois, de rajouter un petit élément avec une couleur qui est complètement opposée, ça peut être intéressant, mais si vous voulez quelque chose, si vous ne voulez pas vous tromper en fait, voilà, on essaye de garder comme ça une harmonie. Donc moi, ici, c'est le ciel. Donc j'ai du bleu dans le ciel, j'ai du vert sur mes sapins. J'ai aussi du marron avec les troncs des sapins et puis l'intérieur de ma petite cabine téléphérique. J'ai du grid paint. Bon, le grid paint, c'est du gris. Pour moi, c'est pas une couleur, hein. Le gris, le noir, le blanc non plus. Ce sont des couleurs neutres. Le sépia, le marron, ça pourrait être aussi une couleur neutre, même si moi, je classe pas trop ça dans les... Alors, c'est une couleur neutre, mais... Voilà, pour moi c'est un petit peu plus compliqué parce que quand on dilue le sépia, on n'a pas forcément du gris, hein. Quoique ça dépend quel sépia on utilise. Donc voilà pour le combo couleur. Donc voilà, ça c'est des petits trucs à avoir. Qu'est-ce que j'ai fait en plus sur cette page? J'ai travaillé tous les détails de la cabine téléphérique, pardon, je bug, avec un crayon gel pailleté argenté. Donc c'est les crayons hybrides Pentel. J'ai utilisé le même crayon pour faire un petit rappel aussi sur la couverture, qu'on n'ait pas en fait une scission entre la partie gauche et la partie droite, qu'on ait toujours des éléments qu'on va retrouver à droite et à gauche et inversement. J'ai repris aussi, ça c'est la finition de vos pages, elle est super importante. Si vous voulez avoir un petit travail à la fin qui claque un peu, c'est de travailler les finitions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des traits de tampon qui sont un petit peu atténués parce que vous avez utilisé une aquarelle assez pigmentée, assez opaque. N'hésitez pas à revenir avec un petit crayon gel pour marquer les détails, remarquer les traits du tampon. Ça fait son petit effet à la fin. Ça évite aussi, ça augmente le contraste aussi de vos aquarelles qui peuvent être un petit peu ternes une fois qu'elles ont séché. Quelquefois, on n'est pas déçu, mais entre la vibrance de l'aquarelle humide et puis l'aquarelle quand elle est sèche, il y a des petites différences. Donc ça, c'est pour les finitions. J'ai travaillé le fond de page avec un masque fleurs d'hiver. Et j'ai utilisé 2 oxydes, une oxyde verte Pine Needles. Alors elle est un poil trop verte quand même, un poil trop lumineuse par rapport à la couleur de vert que j'ai choisie. Donc si vous l'utilisez comme moi, déchargez bien votre pinceau avant pour atténuer la couleur, ou alors mélangez cette couleur-là avec un gris pour l'atténuer, la désaturer un tout petit peu. Donc Pine Needles pour la partie verte en fait à gauche de ma page, et ensuite pour la partie basse à gauche où c'est plus enneigé, plus gris, j'ai utilisé le Wizard Wood avec mon bel accent. C'est un petit gris tout doux, voilà, et j'ai utilisé le même gris sur la couverture aussi, vous voyez, pour apporter un petit peu de texture à mon fond. J'ai fait des gouttes de Posca blanc. On me demande beaucoup quelle est la taille de mon Posca blanc pour mes gouttes. C'est le PC 5M, c'est un gros Posca. Bien pomper son Posca sur une petite chute de papier, là ou sur votre table, pour bien faire sortir l'acrylique liquide. Et une fois que votre mine est bien gorgée, vous tapez bien avec... Alors moi, j'utilise une grosse paire de ciseaux et j'y vais bien fort pour vraiment faire des belles gouttes.
Et j'ai tamponné aussi Dream, c'est un tampon de la collection aussi Storybook qui est magnifique. Il s'appelle Alphabet Diamant et comme je l'ai tamponné directement sur le fond de page, j'ai rajouté un petit peu de blanc pour le faire ressortir un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page d'Art Journal vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo pour Shoe and Flower. Au revoir.